Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Vous suivez Zana TV, la chaîne au cœur des diasporas. C'est une émission spéciale que nous vous proposons, un entretien spécial avec l'une des figures de l'opposition dite radicale au Congo, M. Clément Mirassa, président du PSDC, en séjour actuellement à Paris. Nous avons l'honneur de recevoir et surtout qui accorde sa première interview à Zana TV. M. Mirassa, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, la première question qu'on peut vous poser, en vous voyant ici à Paris, les internautes se les ont posés, vous les avez entendus. On se dit, un opposant radical qui arrive à sortir du Congo, comment a-t-il fait? Est-ce que vous avez fait comme une taupe en passant souterrain, traversant le fleuve pour arriver du côté de Kin, ou bien vous avez fait vos formalités à Maya Maya, comme tous les citoyens congolais? Merci bien pour la question. Ma pensée va d'abord à l'ensemble de tous les compatriotes, tous les sympathisants qui m'ont soutenu pendant cette période où je me suis préoccupé un peu de ma santé. Dieu merci, j'ai eu quelques soucis sans que l'opinion ne s'en rende compte. Et j'ai eu également la chance, comme je peux dire, d'être venu en France et beaucoup de questions se sont posées. La première chose que je dirais, je ne suis pas un candidat à l'exil. Je suis venu au Congo, en France, pour régler un problème de santé précis. Le moment venu, je vais rentrer à Brazzaville et il n'y a aucun problème. Je ne suis pas sorti clandestinement, je suis sorti par le Maya Maya comme tout citoyen congolais. Évidemment, la particularité que j'ai pu avoir, que je dois également signaler, je suis sorti avec un passeport diplomatique, parce que depuis de nombreuses années, mon passeport diplomatique a expiré en 2014. J'ai fait la demande pour qu'on le renouvelle, ça n'a jamais été fait. L'explication qui était donnée à l'époque, c'était que le Congo avait un petit contentieux avec les Français. J'ai cru comprendre, en suivant la télé congolaise, que ce contentieux a été réglé. Je me suis présenté au ministère des Affaires étrangères. Les fonctionnaires m'ont aidé à obtenir ce passeport. J'ai d'ailleurs signalé aux autres amis de l'opposition qu'il était temps qu'ils se rendent au ministère des Affaires étrangères, que je crois que les choses avaient évolué. Je n'ai eu aucun contact tendancieux, vicieux, avec quelques personnalités politiques que ce soit pour mon voyage. C'est un citoyen qui est sorti, et vous savez bien que les lois et règlements de notre pays disent clairement que tout Congolais, tout citoyen congolais a le droit de circuler librement sur l'étendue du territoire national. Il a également le droit de sortir et de revenir quand il le veut, sauf s'il a une restriction, soit par voie judiciaire, soit par voie administrative. Je ne connais aucune situation de restriction. Je crois que c'est la même chose pour tous mes amis opposants. Je crois qu'il faut qu'aujourd'hui, les choses soient claires et que les opposants se disent qu'ils peuvent sortir du pays et revenir quand ils veulent, on ne devrait pas avoir de problème. Alors qu'on a vu, entre-temps, les opposants ne pouvaient pas sortir, il n'y avait aucune notification, sinon orale au moment où on faisait ces formalités, ça signifie qu'aujourd'hui, tout va bien maintenant. J'espère que tout va bien. L'explication serait donnée par le pouvoir en place. Est-ce qu'il y a une discrimination? Est-ce qu'il y a une volonté de diviser l'opposition? Est-ce qu'il y a un certain piège qui est tendu? Je ne crois pas. Je crois. Vous croyez à la bonne volonté du pouvoir maintenant? Je crois. Bonne volonté, je ne voudrais pas apporter de jugement. Oui. Nous nous battons au Congo, entre autres, pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique. Alors, Et au moment où tous les Congolais entendent parler du Fonds monétaire international, ça veut dire qu'on veut renouer avec la communauté financière internationale, avec la communauté internationale. Je crois qu'il serait de bonne loi que nous soyons capables de prouver à l'opinion nationale et internationale que nous pouvons respecter nos propres lois et règlements et nos propres textes. alors, respecter nos propres lois, respecter nos propres textes. Or, vous le savez que le pouvoir de Brazzaville a brillé par le non-respect de ses propres lois, puisque même la Constitution, qui ne devait pas être changée, l'a été. Aujourd'hui, Clément Mirassa, pour terminer en fait avec cette affaire des passeports, est-ce que au moment où vous avez fait vos démarches, quand les fonctionnaires des affaires étrangères ont en main un dossier Clément Mirassa, j'imagine que toutes les polices du Congo sont quand même alertées pour dire que va-t-il faire avec ce passeport et où va-t-il?
Quand on cherche un passeport, c'est pour voyager. Donc je crois qu'il ne devrait être, c'est un secret pour personne. Et moi, je voyageais cette fois-ci pour des raisons. Donc, vous n'avez pas fait l'objet d'une interpellation quelqu'un en disant, Je Monsieur n'ai Garassa, pas vous voulez fait aller où? l'objet, Qu'est-ce que vous voulez je faire? n'ai connu aucun obstacle. J'ai été très bien reçu au ministère des Affaires étrangères. Les cadres m'ont très bien renseigné. C'est vrai qu'à un moment donné, ils m'ont dit que mon dossier allait suivre un certain circuit et qu'ils m'ont appelé pour me dire que le OK était donné. Je ne me préoccupe pas de ça, c'est certainement la marche, mais je n'ai eu aucun problème et j'ai eu le passeport. Comme vous, Clément Mirassa, Claudine Moulari, Charles Zakari Bouao, Blanchard Oba, qui lui aussi a des problèmes de santé, ben jusqu'à présent, il reste encore cloué à Brazzaville. Bon, j'ai informé les amis, notamment les anciens ministres, comme Charles Zakari Bouao, comme Claudine Moulari, comme Michel Mampouya, comme Raymond Mbaka et un certain nombre d'autres, que j'avais constaté qu'il y avait cette évolution et que je ne devais pas en garder secret, parce que ce n'est pas l'expression ou l'aboutissement d'une négociation secrète. Et moi, je leur ai suggéré, je leur ai proposé de se rendre également au ministère des Affaires étrangères et de revendiquer ce que je considère comme un droit, puisqu'il y a un texte qui a été pris là-dessus, de revendiquer la remise de leur passeport qui leur a été ou qui nous a été interdit depuis de nombreuses années. Beaucoup de Congolais sont dubitatifs, certains opposants sortent, d'autres ne sortent pas, certains ont des passeports, d'autres ne les ont pas, certains sont malades, d'autres ne le sont pas, mais qui ont besoin de voir leur famille, ils ont des difficultés. Est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui, l'opposition congolaise a des arguments pour faire valoir un peu ce côté plus ou moins tangent entre ceux qui sortent et ceux qui ne sortent pas, qui pourrait en fait justifier aussi une certaine manipulation de la part du pouvoir? La question, elle est simple. Est-ce qu'au Congo, nous sommes une opposition au pouvoir ou une opposition du pouvoir? Je pense que nous sommes une opposition au pouvoir en ce qui me concerne. Et je crois qu'avec un certain nombre de frères et d'amis, nous sommes dans cette situation. Mais nous n'avons aucune raison de ne pas jouir des droits, des libertés qui nous sont constitutionnellement reconnus. Nous ne sommes pas des Congolais d'une autre nature. On dit, il y a bien quand on prend tous nos textes de base, toutes nos lois fondamentales, il y a bien une partie qui dit tous les Congolais sont égaux devant la loi. Et j'entends souvent les gens dire au Congo que nul n'est au-dessus de la loi et que la loi doit s'appliquer dans toute sa rigueur. Mais il faut que ça s'applique. Pourquoi est-ce qu'en termes de respect des droits, en termes de respect des textes, les opposants feraient une classe à part? Moi, je ne suis pas pour ça. Je suis pour mener un combat dans les formes reconnues par les lois et règlements de la République qui nous permettent d'aboutir aux résultats que nous escomptons. Les résultats escomptés aujourd'hui, on a du mal à les voir puisque vous avez souvent des retours ici, notamment au sein de la diaspora, pour dire l'opposition. Que fait l'opposition sur place au Congo? Une question tout simple, Clément Mirassa. L'opposition congolaise est-elle en bon état ou bien le Congo est-il malade de son opposition? C'est une question qui me fait sourire. C'est une question qui me fait sourire. Et je crois qu'en tant qu'opposant, nous avons reçu une fois un secrétaire d'État adjoint aux affaires africaines américain qui nous a dit que ce qui le surprenait en ce qui nous concernait, c'est que nous attendions à des résultats immédiats. Mais nous sommes dans un combat. Il y a des forces qui nous sont hostiles en face de nous. Certains ont pensé, quand on a parlé du changement de la Constitution, du non au changement de la Constitution, que ça devait être réglé dans les 3, 4, 6 mois, sinon dans un an. Mais je prends toujours en exemple ce qui s'est passé aux États-Unis. Monsieur le journaliste, le droit de vote des Noirs américains a duré combien de temps? Un siècle. Il faut de la détermination, il faut de l'engagement et il faut de l'endurance. Il ne faut pas que vous soyez emportés. Ça dépend. Et moi, je pense, au-delà de ce que les uns les autres disent sur l'opposition congolaise, je suis un opposant, mais je suis un opposant qui pense que les lignes bougent. Nous n'avons peut-être pas encore atteint notre objectif, qui est l'accession au pouvoir, qui est l'alternative, l'alternance. Mais nous avançons. Et je crois qu'il y a des progrès qui sont réalisés. Lesquels? Vous avez vu ces grandes mobilisations que nous avons réussies. Des nombres de morts aussi. Hein,
non plus Nous oublier avons, qu'il y a eu nous, des morts. nous avons des nombres de morts, vous me donnez une idée. Et il faut qu'on ait une pensée particulière pour les morts depuis le débat sur le référendum anticonstitutionnel, depuis l'affaire du hold-up électoral, depuis cette question du pool, et que nous ayons une pensée particulière pour nos frères et nos amis, Jean-Marie Michel Moukoko, André Okombi Salissa, etc., qui sont en prison pour des raisons que nous tous nous connaissons. Mais où nous avons réussi des grandes mobilisations, nous sommes en train de faire passer un certain nombre d'idées. Mais aujourd'hui, le Congo est dans une situation extrêmement chaotique. Nous attendons à ce que le Congo se présente devant le Fonds monétaire international. Mais c'est le résultat d'une démarche que nous avons dénoncée depuis longtemps. Et quand nous n'avons pas été suivis, aujourd'hui les Congolais vivent les conséquences de cette situation. Et je crois qu'aujourd'hui, plus personne ne peut douter que le Congo est dans une crise profonde et qu'il faut l'apport, la contribution de tous les Congolais, leur intelligence, pour que nous trouvions les voies et moyens de nous en sortir. Et pourtant, vouloir s'en sortir avec Sassou qui est toujours là, vous avez créé le FROCAD pour l'alternance démocratique. Quelques années après, on se rend bien compte que Sassou reste au pouvoir d'une manière encore, je dirais, pérenne, il faut le dire ainsi, puisque vous avez vu lors des élections présidentielles, tricher ou pas tricher, mais enfin, il est là. Et finalement, on se dit, quel a été le but de ce combat-là en créant ces institutions qui finalement n'ont pas apporté le pouvoir, même si vous dites que au niveau des Américains, on a attendu un siècle, mais les Congolais n'ont pas de siècle à attendre. Je veux dire, ils ont besoin que ce pouvoir parte et que vous leur donniez en fait de nouveaux espoirs, Clément Mirassa. Le discours de l'opposition congolaise à Brazzaville est très clair. L'opposition a gagné l'élection présidentielle en 2016. Cette élection, cette victoire a été volée dans des conditions que nous savons. Donc nous n'avons aucune raison de nous décourager. Nous venons de vivre les dernières élections. Nous avons choisi de ne pas aller. Et nous disons depuis une vingtaine d'années que depuis 1997, aucune élection libre, démocratique et transparente n'a été organisée au niveau du Congo. Nous ne sommes pas toujours entendus, y compris par la communauté internationale qui nous a souvent reproché de faire ce qu'ils appellent la politique de la chaise vide, etc. Mais aujourd'hui, nous avons réussi, grâce à cette stratégie, à ce que, tant au niveau de l'opinion nationale qu'au niveau de l'opinion internationale, qu'on soit convaincu du système d'organisation des élections qui existe au Congo. Et vous avez la dernière élection à laquelle nous n'avons pas pris part. Vous avez écouté les voix qui se sont élevées. Mais c'est quand même les gens qui défendent le pouvoir. Vous avez entendu parler, par exemple, du cas d'Anissé Goma à Boko, où à travers les médias, les journaux, nous avons lu que sa voiture a été criblée de balles. Ce n'est pas par l'opposition radicale, je suppose. Nous avons entendu les témoignages de Dominique Agi de Marseille, qui déclare à qui veut l'entendre qu'il a gagné l'élection à Evo dès le premier tour, mais c'est quelqu'un d'autre qui a été proclamé élu. Nous connaissons le sort qui a été réservé à nos frères, comme Grégoire Lefoba, comme Oyali, qui étaient les conseillers du Premier ministre, mais qui ont vécu une... Donc aujourd'hui, on finit par nous donner raison sur le mode d'organisation des élections. La question, quel est l'avenir? Mais c'est sur ça que nous devons fédérer les énergies pour réfléchir, voir comment avancer et voir comment apporter la solution, voilà, non seulement au problème du respect de l'ordre constitutionnel et au respect de l'alternance, mais également à un problème fondamental aujourd'hui qui est la sortie de crise, avec une question que nous devons nous poser, nous autres qui sommes pratiquement en train de partir. Quel Congo nous allons laisser à nos enfants? Quel Congo nous allons laisser à nos petits-enfants? Et je crois que c'est une question qui préoccupe tout le monde. Quel Congo laisser à ses petits-enfants, Clément Mirassa? Je vais avec vous refaire plus ou moins le match, notamment celui du référendum de la Constitution. Nous sommes en 2015, vous organisez un grand meeting à Brazzaville, boulevard Alfred Raoul. Des milliers de Congolais de Brazzaville qui sont même venus d'autres villes étaient là. Certains disent que vous avez dans l'opportunité de renverser le pouvoir, d'aller prendre le palais du peuple, et pourtant, certains d'entre vous
demande aux personnes de rentrer chez elles. Et à partir de là, pour certains commentateurs, tout était perdu, la stratégie était foireuse. Il y a beaucoup de choses qui se disent, il faut être sur le terrain. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qui se disent. Moi, ce que je retiens, c'est qu'il y a eu une très très grande mobilisation. Ce n'est pas la seule d'ailleurs. Nous avons réussi des grandes mobilisations à Pointe-Noire. Nous avons également vu, non pas seulement à l'occasion du référendum, j'ai été avec Jean-Marie Michel Moukoko. Je vous assure qu'en tant qu'homme politique, je n'ai jamais vécu le rassemblement que nous avons vécu à Pointe-Noire. Ça a été autant d'occasions. Est-ce que nous avons mal géré ces situations? Nous pouvons aujourd'hui tirer les leçons, mais je crois que nous sommes toujours dans la dynamique et nous sommes Fallait-il marcher ce jour-là sur le palais présidentiel? Ce n'était pas prévu comme ça. Il n'était pas prévu que nous marchions dans le palais. Il était prévu que nous fassions une manifestation, que nous nous dispersions. Et ensuite, nous avons donné le mot d'ordre de boycott du référendum constitutionnel. Est-ce que nous nous sommes trompés? C'est maintenant que nous devons marquer un arrêt pour tirer les leçons de cette situation. Essayez peut-être de nous répondre. Est-ce que vous vous êtes trompé? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'on s'est trompé parce qu'après le référendum anticonstitutionnel, nous avons adopté une stratégie électorale qui a très bien marché. Et c'est toujours l'échec, je vais dire. Des stratégies qui marchent, normalement, vous amènerez au pouvoir ou à la victoire. Mais sauf que ces stratégies étaient sans doute bancales, puisqu'elles sont toujours révélées avec un échec à la fin des opérations. C'est une question d'appréciation. C'est une question d'appréciation. Vous avez deux des candidats, de nos 5 candidats, notamment Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombi-Salissa, qui n'ont jamais reconnu la victoire de cette élection présidentielle. Vous avez, suite à ça, vous savez dans quelle situation le Congo a été plongé à partir du 4 avril 2016. Et aujourd'hui, nous continuons à vivre une situation pénible au niveau du Congo avec cette affaire de la crise dans les départements du Poul. Donc, ce ne sont que les conséquences de ces situations. Et je pense que dans la manière de résoudre la crise, le pouvoir actuel, pour nous, n'a pas pris la bonne voie et le Congo reste toujours dans une crise multidimensionnelle avec un volet post-électoral extrêmement difficile. On va terminer ce volet concernant l'opposition, Clément Mirassa. Je réitère ma question, le Congo n'est-il pas malade de son opposition? Puisque quand on voit au niveau de l'organisation de l'opposition des hommes qui se sont désolidarisés carrément de la logique en fait, que vous aviez entamé la stratégie au départ. Vous signez une charte, vous avez quelqu'un qui ne la signe pas, c'est M. Tsatsi Mabiala. Vous proclamez les résultats. Déjà, les résultats au sein de l'opposition, on les connaît très très tard. Mais entre-temps, Denis Sassou Nguesso et le PCT, ils ont déjà le temps de faire leurs calculs et de le proclamer président, puisque aujourd'hui, on ne sait même pas au sein de l'opposition qui était en tête, qui était second, qui était troisième, puisqu'aujourd'hui, ça reste apparemment tabou. Outre cela, une fois que Denis Sassou Nguesso et le PCT proclament les résultats, on voit au sein de l'opposition une discordance notoire. M. Kolela qui reconnaît, qui ne reconnaît pas, mais qui à la fin reconnaît. M. Tsatsi Mabiala qui reconnaît directement et qui passe à autre chose. Et vous avez d'autres candidats qui ne le reconnaissent pas. Et on voit comme ça évoluer cette opposition dans des contradictions internes qui font en sorte qu'on ne soit pas peut-être surpris aujourd'hui du résultat. Ce chaos avec, au sein de l'opposition, une stratégie qui, elle, n'a pas fonctionné parce qu'il y a des hommes qui estiment ou qui estimaient qu'ils avaient peut-être la primeur ou la prédominance sur les autres afin de pouvoir gérer ce pouvoir au sein de l'opposition, Clément Mirassa. En tout cas, ma vision est claire. Il ne faut pas accélérer les choses vers la division. Il faut que nous nous fondons toujours sur les idées, sur les objectifs, ce que nous voulons. Vous voyez, quand vous faites une relecture de l'histoire du Congo, vous pouvez partir à une époque très ancienne où on a vu les comportements de Jacques Opango avec le président Fulbert Youlou, où on a vu un homme politique venir dire le président Youlou est en prison, moi je préfère être arrêté dans ces conditions. Il faut que nous revenons à ça. Donc je pense que nous devons travailler pour fédérer nos énergies, pour fédérer nos forces. Et essayer de donner la priorité au débat d'idées. Privilégier. Quel est l'objectif aujourd'hui? Est-ce que nous avons suffisamment d'amour pour ce pays? Que vise un homme politique aujourd'hui à Brazzaville?
Donc, quand on se pose ces questions fondamentales, on se dit, les gens peuvent se séparer, ils peuvent se retrouver, mais s'ils s'accordent sur un objectif clair et précis, ils finiront par s'accorder et continuer leur combat. Donc pour vous, M. Tiatima Biala et M. Parfait Kolela ont toute leur place au sein de l'opposition? Je suis à l'opposition depuis de nombreuses années. J'étais à l'opposition sous le président Pascal Lissouba. Vous étiez à l'opposition finalement. Je le suis maintenant. Ouais. J'étais à l'opposition avec le président Bernard Kolela. Et quand vous refaites la lecture de notre histoire, vous vous rendez compte que c'est fait des alliances, des ruptures, et finalement, mais dans tout ça, nous n'avons pas encore réglé le problème fondamental qui est celui du Congo. C'est pour ça que moi, je ne désespère pas en la capacité de voir des forces émerger. Vous voyez, assez souvent, on critiquait notre société civile. Regardez ces derniers temps, il y a quand même au niveau de la société civile un certain nombre d'actes forts qui sont posés dans l'intérêt de notre pays. Donc moi, je n'irai pas dans le sens de stigmatiser Pascal Tiatima Biala, stigmatiser... Enfin, lui, il n'a pas hésité de dire que... Oui, moi, je n'entrerai pas dans ce jeu. Oui. Moi, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, si je prends par exemple les parlementaires, on peut beau parler, on peut évoquer un certain nombre de choses, mais prenez une difficulté que nous avons au Congo. Les parlementaires qui ont la possibilité de proposer des projets de loi n'ont jusque-là pas proposé un projet de loi qui permette à un citoyen élu ou nommé à une autre fonction de déclarer son patrimoine. Vous trouvez ça normal? Ça, c'est l'intérêt du Congo. Voilà les points sur lesquels nous devons tomber d'accord. J'ai suivi des déclarations politiques où on a dit le Congo n'est pas exempt de corruption, de détournement de fonds, etc. Et on a dit, là, ce sont les dirigeants qui sont interpellés. Voilà les questions importantes autour desquelles les Congolais ne devraient pas avoir des problèmes pour s'unir et aller de l'avant. Et si nous nous basons sur ces problèmes, nous n'aurons pas de difficultés à privilégier l'intérêt général, l'intérêt du Congo et non l'intérêt personnel. Moi, je ne suis pas pour privilégier l'intérêt personnel. Je mène mon combat pour privilégier l'intérêt du Congo. Et je pense que nous y arriverons. Parce que je pense que vous dites que je n'étais qu'à l'opposition. Je sens que les choses, que les lignes bougent et il est important que cela puisse faire avancer les choses. Alors, les lignes bougent, je comprends très bien. Ça signifie que vous avez aujourd'hui un projet en alternance par rapport à celui de Denis Sassou Nguesso. Or, vous le savez très bien qu'aujourd'hui, la comptabilité de la catastrophe congolaise incombe quasiment à toute la classe politique. Au sein de l'opposition, comment est-ce que vous entrevoyez la sortie de crise? On a une crise qui est multisectorielle, que ce soit sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan politique. Quelles sont les pistes au sein de l'opposition qui permettent aujourd'hui d'envisager en fait cette ouverture et cette sortie de crise pour les Congolais? Nous avons beaucoup de défis à relever. Nous avons beaucoup de défis. Nous avons un défi extrêmement important, celui de la réconciliation nationale. C'est un défi. Et si on ne règle pas ce problème, il y a tellement de frustration, tellement d'humiliation au sein de la société, que les amis qui aiment utiliser le concept du vivre ensemble se rendent compte qu'on aura du mal à avancer. Nous avons un autre défi, la restauration de la démocratie. Elle est en panne. Nous avons plusieurs. Maintenant, quand on vient à la crise, vous voyez, en 2012, un certain nombre d'analystes politiques ont fait le constat de ce que 2 ans après que le Congo ait atteint le point d'achèvement de l'initiative du pays pauvre très endetté en 2010, le Congo était replongé dans une grave crise multidimensionnelle, nous le disions. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas dit à l'époque? Ils sont à la recherche des postes ministériels. Vous voyez que même sur l'analyse et l'état des lieux du Congo, nous avons des problèmes entre intellectuels et entre hommes politiques. Et quand vous voyez que c'est 5 ans après, c'est-à-dire en 2017, que d'autres voix nous rejoignent pour dire que le Congo est véritablement en crise, c'est un problème. Deuxième problème,
quand les gens reconnaissent qu'il y a la crise et qu'ils disent que la cause principale de cette crise, c'est la baisse des prix du baril du pétrole. Je dis que là encore, nous sommes à côté de la plaque. Si vous êtes malade, et si vous voulez qu'un médecin vous administre un bon traitement, mais il faut que le diagnostic soit correctement fait. Si le diagnostic n'est pas fait, vous serez correctement à côté. Maintenant, s'agissant de cette crise, parlons des causes. Première cause, violation des lois et règlements de la République. Nous ne les respectons pas. À partir du moment où un homme, un dirigeant politique, peut ne pas déclarer son patrimoine, vous n'imaginez pas les conséquences en termes de corruption, en termes de détournement de fonds, en termes de concussion, en termes de fraude, en termes d'enrichissement illicite, en termes de répartition inégale de la richesse nationale. Ça, c'est le premier point. Donc, c'est déjà, moi, je suis de ceux qui pensent que c'est déjà erroné de dire que la crise ne se justifie que par la baisse des prix du baril du pétrole. Donc ça signifie que si vous arrivez au pouvoir, vous allez mettre déjà, je pense, la première mesure, une loi pour que chacun ou chaque responsable politique puisse déclarer ses revenus. Mais les gens, vous parlez des gens qui sont à l'opposition, qui sont, je suppose, au Parlement. Mais c'est les projets de loi qu'ils devraient défendre pour défendre l'intérêt du peuple. Parce que si on ne le fait pas, on ne défend pas l'intérêt du peuple. On défend l'intérêt d'une petite caste privilégiée qui est là pour servir. Vous savez, monsieur le journaliste, quand vous parlez de l'inégale répartition de la richesse nationale, regardez, posez-vous la question, un ministre congolais gagne combien? Je ne répondrai pas à la question. Mais quand vous posez la question, on vous dit quoi? C'est un esprit de jalousie, c'est un esprit... Mais si je vous donne une indication, un texte a été pris, jamais publié au journal officiel, en 2012, fixant les traitements des ministres. Mais ce que j'ai retenu dans ce texte, c'est qu'un ministre d'État a une indemnité de logement de 2 millions de francs CFA. 2 millions de francs CFA. Mais le fonctionnaire le plus gradé de la fonction publique est censé toucher 560 000 francs à la fin du mois. Donc vous voyez même que l'indemnité de logement du ministre d'État est pratiquement 4 fois le salaire du fonctionnaire. Vous avez des situations comme celle-là. Et là, je parle du fonctionnaire le plus gradé. Mais si nous allons au plus bas. Et si vous prenez un fonctionnaire avec la moyenne des salaires qui est autour de 100 000, en 12 mois, vous avez combien? Vous avez 1 200 000. Donc la majorité des Congolais qui touchent le salaire moyen n'ont pas à la fin de l'année l'indemnité que touche un ministre d'État au cours d'un mois. Vous voyez bien que les situations ne sont pas les mêmes et les situations. Donc, en termes de causes qui sont à la base de la crise, il y a les questions de gouvernance, il y a les questions de manque de transparence, il y a la question qui a été relevée par les ministres des Finances de la zone franc lorsqu'ils se sont retrouvés à Dakar, le manque de discipline. Et vous avez un exemple. Quand vous suivez sur RFI que la dette du Congo, que le Congo a menti et que la dette du Congo n'est pas de 77% du PIB, mais elle est de l'ordre de 120%. Déjà à 77%, nous ne respectons pas les critères de la surveillance multilatérale au niveau de la CEMAC. Donc nous sommes indisciplinés même par rapport aux critères qui nous sont recommandés par des institutions comme la CEMAC, etc. Et puis vous avez d'autres difficultés, le manque de volonté de lutter contre les antivaleurs, l'impunité au Congo, elle est manifeste. Les organes de contrôle, vous avez dû suivre à un moment donné que M. Lamir Nguele, qui s'occupe d'une structure de lutte contre la corruption, s'est plaint à un moment que lorsqu'il envoyait les dossiers à la justice, pratiquement les dossiers disparaissaient. Il n'y avait aucune suite. Comment voulez-vous bâtir une société de progrès dans un tel contexte? Alors, une fois, ça c'est très bien, je pense que le conseil est bien posé. Une fois que vous avez dit ça, demain vous êtes au pouvoir, qu'allez-vous faire concrètement? Moi, je pense, je suis de vous êtes avec les autres. Je suis, non, on n'a pas, je suis de ceux qui pensent que quelle que soit la manière dont nous allons sortir de cette crise, il faut que les Congolais s'asseyent. Alors,
Il faut une réconciliation. Regardez, ce sur- que nous vivons, ça c'est peut-être mon analyse des choses. Ce que nous vivons en réalité, c'est quoi? Nous vivons le fait que nous avons très mal interprété les conclusions de la conférence nationale souveraine. Et nous n'avons pas pris le temps, lorsque nous sommes sortis de la conférence nationale souveraine, de faire appliquer toutes les recommandations qui étaient sorties de la conférence nationale, qui étaient des résolutions consensuelles. Et nous avons fixé la durée de la transition à 1 an, avec le fait que pendant cette année, la lutte était très âpre pour l'accession au pouvoir, sans avoir réglé fondamentalement un type de problème. Regardez l'un des problèmes qui nous rattrape aujourd'hui, c'est lequel? La gestion PAC dans le domaine pétrolier. Aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Et quand vous discutez avec des observateurs avertis au Congo, on dit que l'une des difficultés que nous avons dans nos rapports avec le Fonds monétaire, c'est justement le manque de transparence, c'est l'opacité, ces contrats qui ont été signés, ce partenariat stratégique avec la Chine, qui, à un moment donné, a été considéré comme secret, etc. Donc, moi, je pense qu'il faut. Maintenant, en termes de mesures, écoutez, il faut respecter l'ordre constitutionnel. Donc il n'y a pas à prendre d'autres mesures. Pour l'instant, la Constitution est là. Vous trouvez qu'elle est bonne déjà pour le prochain pouvoir? Vous l'avez constaté? Vous savez quelle est ma position sur la Constitution actuelle? Oui. Et vous savez que sur beaucoup d'articles, je ne suis pas en harmonie avec cette Constitution. Tout à fait. Donc, moi, je pense qu'il faut rétablir l'ordre constitutionnel. Donc, ça, revenir à la Constitution de 2002. Je ne dis pas qu'il faut revenir. Il faut laisser aux Congolais le temps de débattre et d'arriver à un certain nombre de choses. Ensuite, ça, c'est la première mesure. Ensuite, oui. Il y a un problème aujourd'hui quand on parle du contexte congolais, la sécurité et la paix. Et vous avez vu ces courageux travailleurs de l'OCDH qui ont publié un document fort important qui s'appelle La gouvernance par la terreur et le mépris des droits de l'homme. Je vous assure qu'il faut que le Congolais se sente en sécurité chez lui. Le 7 avril, le 7 juillet dernier, un quaster avec 5 BJ se sont présentés chez moi. Et quand je prends la réflexion des gens qui me sont proches, mais c'était pour faire quoi? Si je ne me sens pas... Qu'est-ce que j'ai fait? En réalité, je ne me reproche de rien puisque je me retrouve en France, à l'extérieur. Je n'ai aucun grève. Donc, il y a ce volet également qu'il faut régler très, très rapidement. Et ce volet suppose que nous regardons ensemble le caractère républicain de la force publique. Donc aujourd'hui, vous avez un doute en fait sur le côté républicain de cette force publique, que ce soit la gendarmerie. Nous disons qu'il faut regarder, s'il y a des problèmes sur, et qu'on évoque la gouvernance par la terreur et le mépris des droits de l'homme, c'est bien parce qu'à un moment donné, il y a des réflexions qui se font. Je tiens à vous rappeler que ce débat a été repris par le département d'État américain et les Congolais auraient tort de le sous-estimer. Et aujourd'hui, nous pensons, il y a des amis qui disent le contraire, qu'au Congo, nous avons des détenus politiques et il faut que ces problèmes puissent être réglés. Il n'y a aucune raison que pour des positions politiques que j'ai prises ou que pour des déclarations politiques que je fais, que je puisse me retrouver en prison, un certain nombre de choses. Ensuite, vous avez un défi extrêmement important, le défi de la jeunesse. Même ça aussi, hein, le souci de la jeunesse. Hein, le défi... moi, vous m'avez posé une question sur la façon dont... Il y a le problème de la jeunesse. Le problème de la jeunesse peut être résolu en recherchant une croissance durable et soutenue pour résoudre le problème de l'emploi, pour avoir une croissance qui permette d'améliorer les conditions de vie des populations et pour aborder les problèmes de la jeunesse vus sous l'angle de notre système éducatif. Regardez aujourd'hui, quand vous suivez les retards dans les paiements des salaires, etc., on n'évoque pas souvent le problème dans les retards des bourses, mais c'est une réalité qui est là. Ensuite, vous avez un autre grand défi, la gouvernance politique, administrative et autres, avec un volet particulier sur la gouvernance électorale.
nous nous sommes toujours battus pour dire qu'il faut mettre en place une commission électorale véritablement indépendante. Il faut regarder ces problèmes de découpage, découpage électoral injuste et partisan. Il faut revenir à ce que les Congolais soient sûrs et fiers de désigner leurs dirigeants pour que ce soit... Donc il faut agir pour rétablir le lien de confiance entre la population et ses dirigeants. Alors, vous allez peut-être nous éclairer, Clément Mirassa. Vous parlez de réconciliation. Vous avez votre camarade Zachary Bouao qui parle, lui, de dialogue. Et vous avez Mme Mounari qui, lors de sa dernière interview, estime que c'est à la rue de pouvoir imposer l'ordre des choses, puisque toutes les autres manières ne conviennent pas à Denis Sassou Nguesso et le PCT actuellement. Est-ce que vous croyez que ces trois positions sont conciliables ou vont-elles dans le même sens? Ça dépend de la manière. Est-ce que la réconciliation et le dialogue, c'est la même chose? S'il y a dialogue, on peut aller à la réconciliation. Donc on commence d'abord par le dialogue. Ah ben on commence. La réconciliation suppose, enfin, oui. Ça c'est mon point de vue. La réconciliation suppose que les gens puissent s'asseoir et avoir leur contentieux. Nous avons beaucoup de contentieux. À ce moment-là, que peut faire la rue finalement, puisque Mme Mounari, elle, aujourd'hui, soutient que c'est aussi à la rue de dire quelque chose? La rue a joué beaucoup de rôles dans un certain nombre de pays. Vous avez suivi ce qui s'est passé au Burkina Faso, vous avez suivi ce qui s'est passé dans un certain nombre de pays. Ça suppose un travail intense et sérieusement fait, oui. Ça suppose un grand travail de mobilisation, etc. Et ça suppose une certaine capacité et surtout, un certain comportement de la force publique. Vous avez vu en Égypte, vous avez vu en Tunisie, etc. Est-ce que le Congo en est à ce point, à ce niveau? Je ne peux pas encore vous donner la réponse. Il faut que le travail, je sois beaucoup mieux informé. Maintenant, quant au dialogue et à la réconciliation, ça c'est une décision que les hommes politiques congolais peuvent s'accorder pour aller, puisque je viens d'entendre dire que le pouvoir qui a traité pendant très longtemps le pasteur Ntoumi de terroriste, qui a fait des déclarations pour dire qu'il n'était pas du tout question pour négocier avec un terroriste, appelle à une certaine négociation avec le pasteur Ntoumi. Ça veut dire que ça atteint une limite. Parce qu'aujourd'hui... C'est une bonne chose déjà. Pour vous, c'est une bonne chose que le pouvoir aujourd'hui ait appelé Ntoumi au dialogue, pour décrisper les choses et pour faire avancer, en fait, cette paix que tous les Congolais espèrent et veulent aujourd'hui, Clément Mirassa. J'avais espéré autre chose du pouvoir. J'avais espéré que le pouvoir retire la force publique du Poul, du département du Poul depuis longtemps, et qu'on laisse à la police et à la gendarmerie le travail à faire. Et ensuite, qu'on ouvre des couloirs humanitaires, parce qu'il y a tellement de compatriotes qui sont dans des situations extrêmement difficiles. Troisièmement, qu'on mette en place une commission nationale qui devait être composée d'acteurs politiques et de la société civile, non pas seulement originaires du département du Poul, parce que la question du Poul est une question nationale pour que l'on puisse aller et régler ce genre de situation. Le président a chargé le président du Parlement, M. Isidore Vauba, de pouvoir gérer en fait cette question concernant les pistes du dialogue avec le pasteur Ntoumi. Est-ce que vous pensez que M. Vauba aujourd'hui a les capacités et les moyens de mener à bien en fait cette démarche pour vous? Pour moi, la proposition a été lancée, faite au pasteur Ntoumi. Il s'agit d'attendre quelle est la réponse que le pasteur Ntoumi dit. Est-ce que vous appellerez le pasteur Ntoumi à donner une réponse favorable pour saisir en fait cette main qui lui est généreusement tendue selon l'expression de Isidore Vauba? Je vous ai donné ma position. La question du poulet est une question nationale. On ne pourrait pas, selon moi, parce qu'il y a un passé. Il y a une jurisprudence. On a déjà fait ce genre de négociations. On a eu des accords. Le pasteur Ntoumi a été nommé au cabinet du chef de l'État. Et vous voyez qu'on est retombé pratiquement dans les mêmes... sans tirer les leçons de ce qui a marché et de ce qui n'a pas marché. Donc pour moi, aujourd'hui, je souhaite que cette question soit une question nationale et que l'on associe tous les acteurs politiques. Et s'il y a des commissions à mettre en place, etc., ce ne soit pas vu en termes d'originaire du Poul. Regardez l'incidence sur le département de l'Alekumu.
Regardez l'incidence sur le département de la Bouenza. Regardez l'incidence sur le département des Plateaux. Et regardez l'incidence sur l'économie congolaise en général et sur la vie du Congo. Et puis ensuite, je crois que toutes nos lois fondamentales disent de façon claire que le Congo est un et indivisible. Donc il ne faut pas chercher à créer des petites portions de Congo, à créer la division. Et je pense, mais tout le monde reste en attente de l'avis du pasteur Ntoumi. Mon point de vue là-dessus est suffisamment clair. Clément Mirassa, vous êtes en ce moment à Paris, vous allez vous adresser aux Congolais que vous allez rencontrer peut-être dans un métro ou encore dans des lieux assez spécifiques. Quel rôle pour vous a joué la diaspora en fait dans cette crise et surtout qu'est-ce que vous, l'opposition, attendiez en fait de cette diaspora par rapport à la situation actuelle? La diaspora joue un rôle extrêmement important. Moi, je ne parlerai pas seulement de particularités de la diaspora. Je dis, il faut agir pour fédérer toutes les forces qui veulent qu'il y ait un changement, qu'il y ait respect de l'ordre constitutionnel, qu'il y ait alternance démocratique au Congo. Au lieu qu'il y ait des voix qui s'élèvent de façon discordante et qui s'opposent, etc. Parce qu'il faut savoir que dans le combat que nous menons, j'ai appris ça lorsque je suis passé au Parti congolais du travail, il y a la contradiction principale et il y a la contradiction secondaire. Ce que nous devons voir aujourd'hui, c'est... On voit qu'il y a des restes du PCT. Nous nous attaquons. Nous nous attaquons. Il faut savoir quelle est la contradiction principale. Oui. Le reste, à mon avis, on devrait pas oublier, mais on devrait essayer et il faut fédérer les énergies, se mettre ensemble pour avancer. Et pour ça, je pense que vous êtes en France, pour les amis de la diaspora, ils sont en France, ce pays de droits de l'homme qui a fait tant de choses, etc. Et ce qui est favorable, c'est le débat, c'est-à-dire la rencontre, le débat et le fait que l'on s'accorde pour privilégier l'argumentation et non pas les positions un peu... Souvent, la diaspora est très critique vis-à-vis de vous, souvent... là-bas aussi, vous êtes assez critique vis-à-vis de la diaspora. Comment est-ce que vous recevez en fait ces positions parfois qui sont dérangeantes parce que certains vous mettent en cause en disant vous ne faites pas le job tel que cela devrait se faire. D'autres encore estiment du côté de la diaspora que l'opposition a du mal à en prendre en main en fait l'avenir politique du Congo. Est-ce que c'est quelque chose que vous recevez ou bien vous vous dites bah, c'est normal, les gens de la diaspora, comme le pense le pouvoir, ils ne sont là que pour critiquer, donc ils peuvent continuer à nous critiquer, c'est pas trop grave. Ça me fait avoir une pensée particulière pour le président Massamba Deba. On ne jette une pierre que sur des arbres qui font des fruits. Si on nous critique, c'est parce que nous faisons des choses. Peut-être que l'attente est forte et que nous n'atteignons pas encore ce que nous voulons, parce que nous savons en réalité ce que nous voulons tous, mais il faut un peu de patience. Mais nous, au plan de Brazzaville, nous sommes toujours très alertes, nous sommes en attente des critiques, parce que c'est ça qui permet d'avancer, des propositions, pour qu'ensemble, nous allions. Notre essentiel, c'est le problème Congo. Donnez-nous les nouvelles des opposants qui sont actuellement en prison. Jean-Marie Michel Mokoko, vous avez été à ses côtés durant toute la campagne. Tous les autres, comment vont-ils? Quelle information avez-vous aujourd'hui? Je vous assure que vous me posez une question pertinente, parce que la dernière fois que j'ai pu voir mon ami Jacques Bananganzala, il était très, très, très mal en point. Et j'ai pu le voir au passage au laboratoire national, où il était passé pour faire quelques examens. Donc nous avons souvent des nouvelles selon lesquelles le moral est bon, etc. Mais vous savez que quand vous êtes en prison dans ces conditions, surtout lorsqu'on lit un texte comme celui qui a été publié par le ministre sortant de la Justice, où on estime en fait que les questions de liberté sont traitées au-delà des délais prévus par la loi, et que les amis comme Jean Gwabi, Jacques Bananganzala, Anatole Libongo, Marcel, etc., sont dans des situations de détention préventive illégale. Nous pensions qu'il faut qu'on accorde une attention particulière là-dessus. Vous avez suivi la condamnation de Paulin Makaya. Je suppose qu'il doit vivre durement sa situation, mais je crois que ça devrait se terminer en décembre.
Bon, Jean-Marie Michel Moukoko et les autres, on nous dit qu'ils ont le moral, mais vous savez bien que la prison, ce n'est pas... Est-ce que vous avez souvent de temps en temps l'opportunité de les visiter, tous ces hommes? Nous avons essayé une fois d'aller à l'occasion de la journée de la réconciliation nationale. Et nous avons été surpris d'apprendre, une fois que nous sommes sortis de là, qu'on avait envoyé des engins pour nous encercler et au besoin nous y garder. Bon, nous pensons que c'est des choses difficiles à digérer. Et je sais que si aujourd'hui je demande à aller visiter un de mes amis, je sais que ça sera très mal interprété. Donc par précaution également, que par souci un peu de préserver un peu leur situation, je crois que souvent. Mais il y a des membres du FROCAD, des membres qui vont régulièrement. Alors là, on parle des gens célèbres, mais aussi, depuis 2015, de nombreux jeunes Congolais, membres de l'opposition, qui ont été arrêtés, d'autres encore, il y a quelques temps, quasiment tous les jours, il y a des rafles, des jeunes qui sont arrêtés. Est-ce que vous prenez des précautions, par exemple, pour les visiter, pour savoir qu'est-ce qui est leur reproché, ou bien aujourd'hui, vous avez une cellule qui veille, en fait, sur souvent ces détentions arbitraires? Nous avons une cellule qui veille sur tout ça. Et nous avons la maîtrise de la situation. Mais vous savez, ce qui nous trouble dans le cas d'espèce, c'est que tous ceux qui sont censés avoir été responsables de la corruption, des détournements de fonds, de la fraude, de la concussion, il n'y a personne à la maison d'arrêt. Et vous avez à la maison d'arrêt un certain nombre de frères, de camarades qui, pour avoir occupé une position, pour avoir pris une position politique, etc., se retrouvent dans cette situation. Ce n'est pas facile. Et vous savez, il n'y a pas très longtemps que nous avons perdu un de nos jeunes qui était en prison là-bas. Je crois qu'il devait s'appeler Batanguna, un certain homme. Nous avons perdu des frères comme Gambou Raymond, le frère d'André Okombi Salissa, dans des conditions extrêmement difficiles. Donc nous savons cette situation et nous sommes souvent peinés d'entendre dire qu'au Congo, il n'y a pas de détenus politiques et que tous ce sont des détenus de droit commun. Et nous constatons malheureusement que beaucoup de ceux qui devaient être des détenus de droit commun ne sont pas à la maison d'arrêt. Mais nous le regrettons. C'est un peu la situation du moment. Voilà, on ne va pas se quitter sur un regret. Une question assez, je dirais, c'est peut-être drôle, mais j'aimerais que vous nous répondiez clairement quel était l'ordre exact des résultats, notamment pour l'opposition, par rapport au calcul qui était le vôtre, de l'arrivée des candidats issus de l'opposition. Qui était en premier, qui était le deuxième, qui était le troisième? L'opposition avait mis en place une commission technique électorale qui a travaillé. L'important pour nous, ce n'est pas l'ordre. L'important pour nous, et ça a été dit de manière assez claire, c'est deux candidats de l'opposition qui devaient aller au deuxième tour. Lesquels? On a cité Jean-Marie Michel Moukoko et Guy Brice Parfait Kolela. Il y a dit des débats. C'est pas nous qui le disons, c'est pour ça qu'on vous pose vous la question. C'est vous qui avez été dans le sein des saints. Il y a des débats, mais ces débats sont secondaires. Vous voyez, quand vous prenez... Est-ce que c'est pas ce qui a fait que Guy Brice Parfait Kolela puisse plus ou moins se retirer parce qu'il aurait été vexé du fait qu'on n'ait pas reconnu qu'il serait le premier? Je ne peux pas dire, je n'ai pas discuté avec lui. Mais vexé, si vous êtes allé au deuxième tour, personne ne prédit celui qui va gagner. Si vous êtes candidat, vous avez l'exemple du président guinéen, Alpha Condé. Il était deuxième avec 18%, je crois, lors de la première élection. Le premier avec 43%, mais vous vous rappelez qu'au deuxième tour, c'est le président Condé Alpha qui a gagné. Donc, à mon avis, c'est des questions qui n'ont pas d'importance. Mais ce que la CTE a annoncé, c'est bien ça. Je dois dire pour cet aspect que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt le recours que Guy Brice Parfait Kolela avait introduit au niveau de la Cour constitutionnelle, qui a été déclaré irrecevable. Mais au-delà de ce que ce recours a été déclaré irrecevable, quand vous lisez ce document, il soulève quand même un certain nombre de problèmes qui, à mon avis, s'il avait été déclaré recevable,
devait retenir toute l'attention. C'est des documents qu'il faut exploiter, regarder pour l'avenir du pays. Clément Mirassa, votre séjour à Paris continue. On vous dit déjà merci et puis un bon séjour à Paris. Je suis là pour des raisons de santé. J'ai également d'autres préoccupations familiales et autres au village, au pays. Je pense que dès que l'occasion sera possible, je vais rentrer dans mon pays. Et vous aurez certainement de nos nouvelles. Merci beaucoup. Voilà, nous aurons de ces nouvelles ou de leurs nouvelles. Merci à notre invité. C'était une émission spéciale, vous l'avez constaté, puisqu'on a très peu d'acteurs directs impliqués dans la politique congolaise, notamment au sein de cette opposition dite radicale, pour nous parler et surtout nous donner plus ou moins l'état des lieux aujourd'hui, non seulement de la famille de l'opposition, mais aussi du pays. Vous l'avez écouté, Clément Mirassa nous donner tous ces éléments d'appréciation et je pense que vous êtes fait vous-même aussi votre idée par rapport à cette opposition qui voudrait demain remplacer Denis Sassou Nguesso et aussi par rapport à l'état du pays qui nécessite désormais que tous ces enfants puissent s'impliquer, qu'ils soient là-bas ou encore ici au sein de la diaspora. Merci encore à Clément Mirassa, merci à toute l'équipe qui a favorisé et surtout facilité en fait ce travail. Merci à Alexis Passy, Bédel Baouna et surtout Noko Bunga Kosso à qui nous faisons un grand coucou. Merci à vous aussi qui avez pris le temps de suivre cet élément. Portez-vous bien, on se retrouve la prochaine fois. Au revoir.